Dans la lumière tamisée de la cabine d'un vol Air France reliant Bordeaux à Paris, une jeune fille, Amélie Dubois, était assise, immobile, les yeux fixés sur le dossier du siège devant elle. Ses doigts, crispés sous la tablette rabattable, formaient un geste étrange, presque imperceptible. Paume ouverte, pouce replié. Les autres doigts refermés par-dessus, comme un cri silencieux dans l'agitation feutrée de l'avion. Ce signal, discret mais chargé de sens, n'échappa pas à l'œil attentif de Claire Lefebvre, une hôtesse de l'air expérimentée, dont le sourire professionnel cachait une intuition aiguisée. Amélie, âgée de 10 à 7 ans, portait un blouson en jean élimé, ses longues tresses soigneusement attachées en une queue de cheval qui effleurait ses épaules. Son sac à main, ridiculement léger pour un voyage, reposait à ses pieds. Comme si elle n'avait emporté que l'essentiel pour fuir. Ses yeux, d'un brun profond, trahissaient une tension qu'elle s'efforçait de masquer, scrutant les rangées de passagers avec une méfiance instinctive. Claire, vêtue de l'uniforme impeccable d'Air France, saluait chaque voyageur avec une politesse rodée, mais quelque chose chez Amélie attira son attention. Être était-ce la raideur de ses épaules, ou ce regard fugace, chargé d'une peur qu'elle tentait de dissimuler. « Bienvenue à bord », lança Claire en passant près d'elle, avec la même formule qu'elle réservait à tous. Amélie répondit d'un hochement de tête forcé, ses lèvres esquissant un sourire crispé. Et Claire sentit une alarme silencieuse résonner en elle. Cette adolescente voyageait seule, et son attitude suggérait qu'elle portait un fardeau bien plus lourd que son sac. À quelques rangées de là, Jacques Moreau, un homme d'affaires d'une quarantaine d'années, glissait un sac d'ordinateur encombrant sous le siège devant lui. Ses lunettes à monture fine glissaient légèrement sur son nez alors qu'il jetait un coup d'œil curieux vers Amélie, intrigué par son air distant. Il haussa les épaules et retourna à son smartphone, consultant ses courriels avec l'air absorbé de quelqu'un habitué aux vols fréquents. En face, Sophie Garnier, une mère célibataire d'une trentaine d'années, voyageait avec son fils de 10 ans, Léo, qui s'agitait sur son siège, un carnet de dessin sur les genoux. Sophie, avec ses yeux doux et fatigués, adressa un sourire chaleureux à Amélie, comme pour lui offrir une once de réconfort. Amélie, reconnaissante pour ce geste simple, répondit par un sourire timide, mais son cœur battait à tout rompre. Elle savait qu'elle devait rester discrète, mais chaque regard croisé, chaque bruit dans la cabine, semblait amplifier sa peur. Claire, quant à elle, continuait son service, aidant les passagers à ranger leurs bagages dans les compartiments supérieurs ou à boucler leur ceinture. Elle avait l'habitude de lire les visages, une compétence affinée par des années passées à naviguer dans les émotions des voyageurs. Les plaintes habituelles, manque de place pour les bagages, siège trop étroit, étaient monnaie courante, mais l'expression d'Amélie la troublait. Il y avait quelque chose de différent, une tension presque palpable, comme si cette jeune fille portait un secret trop lourd pour ses frêles épaules. Lorsque les moteurs de l'avion rugirent pour le décollage, Amélie ferma les yeux, ses mains agrippant les accoudoirs. Sa respiration était saccadée, et Claire, qui passait dans l'allée, remarqua sa posture rigide. Une fois l'avion stabilisé à l'altitude de croisière, Claire s'approcha doucement. « Tout va bien ?» demanda-t-elle à la voix basse, son ton empreint de bienveillance. Amélie hocha la tête, évitant son regard. « Oui, ça va », murmura-t-elle, mais sa voix tremblait légèrement, trahissant une vérité qu'elle n'osait pas avouer. Claire, bien qu'entraînée à ne pas insister, sentit que quelque chose clochait. Elle offrit un sourire rassurant. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez sur le bouton d'appel. Je suis là. » Amélie la regarda s'éloigner, ses mains tremblantes sous la tablette. Elle savait qu'elle devait agir, mais l'idée de révéler son plan la terrifiait. Et si personne ne comprenait son geste? Et si elle attirait l'attention de la mauvaise personne? Son pouls s'accéléra, et elle tenta de se calmer en se remémorant la raison de ce voyage. Des images douloureuses affluaient, les cris de son beau-père, Claude, les portes claquées, les larmes étouffées de sa mère dans leur maison à Bordeaux. Elle avait découvert ce signal de détresse sur Internet, un geste universel utilisé pour signaler un danger, souvent lié à des cas de violence domestique ou de traite humaine. Paume ouverte, pouce replié, doigts refermés. Simple, mais puissant. Elle l'avait répété mentalement des dizaines de fois, espérant qu'un étranger le reconnaîtrait. Mais ici, à 30 000 pieds d'altitude, entourée d'inconnus, elle doutait que quiconque le remarquerait. Le service des boissons commença, et Claire glissa des gobelets de jus et d'eau sur les tablettes, échangeant des plaisanteries légères avec les passagers. Lorsqu'elle s'arrêta près d'Amélie, elle lui proposa un soda. Un jus d'orange, peut-être? Amélie déclina poliment, son regard fixé sur le dossier devant elle. Sous la tablette, ses doigts s'agitaient, répétant le geste. Paume ouverte, pouce replié,
doigts refermés. Elle le faisait presque machinalement, comme si ce mouvement était sa seule ancre dans la tempête d'émotions qui l'envahissait. Jacques, à quelques rangées, leva les yeux de son téléphone et remarqua le mouvement rapide des mains d'Amélie. Intrigué, il plissa les yeux, mais ne parvint pas à déchiffrer ce qu'elle faisait. Il haussa les épaules et replongea dans ses messages. Claire, cependant, capta le geste au moment où elle passait dans l'allée. Ce n'était pas un simple tic nerveux. Il y avait une intention dans ce mouvement, une précision qui semblait calculée. Claire sentit une montée d'adrénaline. Elle avait suivi une formation sur les signaux de détresse, mais ce geste-là, bien qu'elle l'ait vu dans des brochures, était rare. Était-ce un appel à l'aide? Elle n'était pas experte en langage des signes, mais son instinct lui soufflait que cette adolescente essayait de communiquer quelque chose d'urgent. Quelques instants plus tard, un incident mineur attira l'attention de Claire. Alors qu'elle rangeait son sac sous son siège, Amélie fit tomber un bout de papier froissé. Jacques, toujours observateur, se pencha pour le ramasser avant qu'elle ne puisse le récupérer. « Vous avez perdu ça », dit-il en lui tendant le papier, un sourire amical sur les lèvres. Amélie, paniquée, arracha presque le papier de ses mains, marmonnant un merci à peine audible. Claire, qui avait vu l'échange, s'approcha sous prétexte de vérifier les ceintures. Elle jeta un coup d'œil au papier qu'Amélie serrait contre elle. C'était une adresse griffonnée à la hâte, celle d'un centre d'aide pour femmes à Paris. Claire sentit son cœur se serrer. Cette adolescente n'était pas une voyageuse ordinaire. Elle fuyait quelque chose ou quelqu'un. Jacques, sentant peu être la tension, tenta d'engager la conversation avec Amélie. « Vous allez à Paris pour les vacances ?» demanda-t-il, sa voix teintée de curiosité. Amélie secoua la tête, ses lèvres pincées. « Non, juste un déplacement. » Sa réponse évasive ne fit qu'accroître les soupçons de Claire. Elle décida de garder un œil sur Jacques, se demandant s'il était simplement curieux ou s'il représentait une menace. Pendant ce temps, Léo, le garçon de 10 ans, s'ennuyait à côté de sa mère. Il avait observé Amélie depuis le début du vol, fasciné par sa nervosité. « Maman, pourquoi cette fille fait des signes bizarres avec ses mains ?» murmura-t-il à Sophie. Celle-ci, absorbée par un magazine, lui répondit doucement. « Laisse-la tranquille, Léo. Elle est peu, être juste nerveuse. » Mais Léo, avec la curiosité innocente d'un enfant, continua de jeter des coups d'œil à Amélie, dessinant distraitement dans son carnet. Claire, passant près de leur rangée, entendit le commentaire de Léo et son pouls s'accéléra. Si même un enfant avait remarqué le geste, il était peu, être plus évident qu'Amélie ne le pensait. Elle s'arrêta près d'Amélie, feignant de ramasser un gobelet vide. « Vous êtes sûre que tout va bien ?» demanda-t-elle à nouveau, son ton plus insistant cette fois. Amélie hésita, ses yeux brillant d'une angoisse contenue. « Oui. Merci. » répondit-elle. Mais sa voix trembla. Et Claire sentit qu'elle était à 2 doigts de craquer. Ne voulant pas la brusquer, Claire lui adressa un sourire rassurant et s'éloigna. Mais son esprit tournait à plein régime. Elle devait agir. Mais comment? Les hôtesses de l'air étaient formées pour repérer les signes de détresse, mais sans preuve concrète, elles risquaient de mal interpréter la situation. Alors que le vol progressait, Amélie sentit une sueur froide perler sur son front. Elle sortit son téléphone, qu'elle gardait éteint depuis le départ, et l'alluma brièvement. Un message apparut, d'un numéro inconnu. « Je sais où tu es. Tu ne peux pas m'échapper. » Son cœur s'arrêta. C'était Claude, son beau-père, ou l'un de ses complices. Elle éteignit l'écran d'un geste brusque, son souffle court. Elle jeta un regard autour d'elle, craignant que quelqu'un ait vu le message. À l'autre bout de la cabine, un homme en sweat à capuche sombre, assis près de la sortie de secours, attira son attention. Il avait le visage à moitié caché. Mais lorsqu'il tourna légèrement la tête, Amélie aperçut un tatouage sur son cou. Un motif qu'elle associait aux hommes que Claude fréquentait. La panique monta en elle, et elle répéta le geste de détresse, plus lentement, plus délibérément, espérant que quelqu'un, n'importe qui, le remarquerait. Claire, qui surveillait Amélie de loin, capta à nouveau le signal. Cette fois, elle en était sûre, c'était un appel à l'aide. Elle s'approcha d'un siège vide près d'Amélie et se pencha, murmurant. « Essayez-vous de me dire quelque chose ?» Amélie déglutit. Ses yeux brillants de larmes retenues. Pendant un long moment, elle resta silencieuse, puis elle murmura. « Je ne sais pas si vous comprendriez. » Claire, consciente des regards autour d'elle, s'assit discrètement à côté. « Je pourrais comprendre plus que vous ne le pensez, » répondit-elle doucement. Amélie hésita, puis refit le geste, lentement, avec une précision qui brisa le cœur de Claire. Paume ouverte,
Pouces repliés, doigts refermés. Claire sentit une vague de reconnaissance l'envahir. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Êtes-vous en danger ?» Amélie hocha la tête, presque imperceptiblement, ses yeux scrutant la cabine comme si elle craignait d'être entendue. « J'ai quitté la maison » chuchota-t-elle. « Je ne peux plus rester là-bas. J'ai peur qu'il me retrouve. » Non. Claire sentit une montée de compassion mêlée d'urgence. Elle voulait protéger cette adolescente, mais elle savait qu'elle devait agir avec prudence. « Y a-t-il quelqu'un qui vous attend à Paris ?» demanda-t-elle. Amélie tripota nerveusement l'ourlet de son blouson. « Une association. J'ai trouvé leur contact en ligne. Ils ont promis de m'aider. Être de me trouver un refuge. » Claire hocha la tête, son esprit s'emballant. Elle pensa au protocole des compagnies aériennes pour les situations de détresse, mais l'histoire d'Amélie semblait complexe, être liée à des violences familiales. « Et votre famille, ils savent que vous êtes parti ?» Amélie secoua la tête, une larme roulant sur sa joue. « Ma mère, elle est coincée avec lui. Mon beau-père, Claude. Il est dangereux, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde autour de lui. Il a des relations, des gens qui ne reculent devant rien. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle jeta un coup d'œil au téléphone d'Amélie, toujours serré dans sa main. « Ce message que vous venez de recevoir, c'était de lui ?» Amélie hocha la tête, sa voix à peine audible. « Il trouve toujours un moyen de me suivre. J'ai changé de numéro, abandonné les réseaux sociaux, mais il me retrouve toujours. » Claire sentit une colère sourde monter en elle. Cette adolescente portait un fardeau qu'aucune jeune fille de son âge ne devrait endurer. « Je vais vous aider, » dit-elle fermement. « D'accord ?» Amélie la regarda, ses yeux mêlant peur et soulagement. « Comment ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Claire réfléchit rapidement. Elles étaient en plein vol. Et si l'homme au sweat à capuche était lié à Claude? Il représentait une menace immédiate. « Je vais parler au pilote », répondit-elle à voix basse. « Nous pouvons demander de l'aide à l'arrivée. Vous ne serez pas seule. » Amélie hocha la tête, des larmes coulant librement sur ses joues. Elle serra la main de Claire, comme si c'était une bouée de sauvetage. « Merci », murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Claire se leva, lissant son uniforme, et tapota doucement l'épaule d'Amélie. « Restez calme, essayez de ne pas attirer l'attention. Si vous avez besoin de moi, appuyez sur le bouton. » Elle s'éloigna, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Elle avait déjà vu des passagers effrayés, mais jamais dans une situation aussi grave. Le geste d'Amélie, ce signal silencieux, pesait sur elle comme une responsabilité immense. Elle se dirigea vers le cockpit, frappant légèrement à la porte. Le capitaine, Marc Dupont, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux poivre et sel, ouvrit la porte juste assez pour parler. « Un problème ?» demanda-t-il, son ton calme, mais alerte. Claire expliqua la situation en chuchotant, décrivant le geste d'Amélie et son aveu de danger. Elle mentionna l'homme au sweat à capuche, sans certitude qu'il était impliqué, mais son instinct la poussait à la prudence. Marc fronça les sourcils, son visage durci par l'inquiétude. « Nous alerterons les autorités à Paris, » dit-il. « La sécurité nous attendra à la porte. Y a-t-il un risque qu'il soit à bord ?» Claire haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais mieux vaut être prudent. » Marc acquiesça. « D'accord, surveillez-la, et tenez-moi informé s'il se passe quoi que ce soit. » Claire retourna dans la cabine, son regard balayant les passagers. La plupart étaient plongés dans leurs activités. Lecture, sieste, écrans allumés. Amélie, cependant, était assise droite comme un piquet, ses yeux passant nerveusement d'un siège à l'autre. Claire s'arrêta près d'elle, feignant d'ajuster un compartiment à bagages. Elle remarqua que l'homme au sweat à capuche s'était levé pour s'étirer, son visage toujours partiellement dissimulé. Lorsqu'il tourna la tête, Claire aperçut le tatouage sur son cou, un motif sinueux qui confirmait les craintes d'Amélie. Elle s'approcha de lui, prétendant vérifier les compartiments. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-elle avec un sourire professionnel. Il marmonna un vague « oui » et baissa davantage sa capuche, évitant son regard. Claire sentit un frisson la parcourir. Elle ne pouvait rien prouver, mais l'attitude d'Amélie et cet homme étrange formaient un tableau inquiétant. De retour près d'Amélie, Claire murmura. « Cet homme-là, bas, près de la sortie, vous le reconnaissez ?» Amélie hocha la tête, sa voix à peine audible. « Je crois. Je l'ai vu avec Claude une fois. Le tatouage, c'est le même. » Claire sentit son estomac se nouer. « Restez calme, dit-elle. Nous atterrissons bientôt. Il y aura de l'aide à l'arrivée. » Amélie hocha la tête,
Mais son regard trahissait une panique croissante. Elle repensait aux années passées à vivre dans l'ombre de Claude, à ses menaces, à la peur qui imprégnait chaque recoin de leur maison à Bordeaux. Elle se souvenait des bleus sur les bras de sa mère, des appels téléphoniques chuchotés, des éclats de verre sur le sol. Ce voyage était sa chance de tout laisser derrière elle. Mais la peur la poursuivait comme une ombre. À mesure que le vol approchait de Paris, l'atmosphère dans la cabine changea. Les passagers rangeaient leurs affaires, bouclaient leurs ceintures. Claire passa dans les rangées, s'assurant que tout était en ordre, mais son attention restait fixée sur Amélie et l'homme au sweat à capuche. Sophie, la mère de Léo, remarqua l'agitation discrète de Claire et lui lança un regard interrogateur. « Tout va bien ?» demanda elle doucement. Claire hocha la tête avec un sourire forcé. « Oui, merci. Juste les vérifications habituelles. » Mais Sophie, avec son instinct de mère, sentit qu'il se passait quelque chose. Elle tapota la main de Léo, qui continuait de dessiner, et murmura. « Ne pose pas trop de questions, d'accord ?» Léo acquiesça, mais ses yeux restaient fixés sur Amélie, comme s'il percevait son désarroi. Lorsque le capitaine annonça la descente, Claire s'arrêta une dernière fois près d'Amélie, posant une main rassurante sur son épaule. « Tenez bon, nous sommes presque arrivés, » chuchota elle. Amélie hocha la tête. Son souffle court. L'avion amorça sa descente, les lumières de Paris scintillant au loin comme des étoiles tombées. Amélie ferma les yeux, se remémorant pourquoi elle avait fui. Elle revoyait le visage de sa mère, marqué par la peur, les bleus qu'elle tentait de cacher sous des manches longues. Claude était un homme qui dominait leur vie comme une tempête, et Amélie savait qu'en s'échappant, elle ouvrait peu, être une voie pour sauver sa mère aussi. Mais pour l'instant, tout dépendait de sa capacité à quitter cet avion sans encombre. L'atterrissage fut doux, mais la tension dans la cabine était palpable. Claire se prépara à escorter Amélie dès que possible. Elle échangea un regard avec une collègue, Élise, à qui elle avait brièvement expliqué la situation. « Surveille l'homme près de la sortie », murmura-t-elle. Élise hocha la tête, son visage sérieux. Lorsque le signal des ceintures s'éteignit, les passagers commencèrent à se lever, attrapant leurs sacs. Claire se plaça près d'Amélie, lui murmurant « Attendez que la foule se disperse, je reste avec vous ». Amélie acquiesça, ses mains serrant son sac. Elle risqua un regard vers l'homme au sweat à capuche. Il était debout dans l'allée, immobile, ses yeux scrutant les passagers. Claire sentit son pouls s'accélérer. Elle fit signe à Élise, qui s'approcha de l'homme sous prétexte de l'aider avec son bagage. « Monsieur, avez-vous des bagages en soute ou une correspondance ?» demanda-t-elle, bloquant subtilement son chemin. Il marmonna une réponse évasive, son regard cherchant Amélie dans la foule. Profitant de la diversion, Claire guida Amélie vers l'avant de l'avion. Lorsqu'elles atteignirent la porte, 2 agents de sécurité de l'aéroport et un homme en civil, probablement un policier, attendaient sur la passerelle. Amélie sentit son cœur s'alléger, mais avant qu'elle ne puisse avancer, une ombre surgit derrière elle. L'homme au sweat à capuche, ayant contourné Élise, apparut dans l'encadrement de la porte. « Amélie !» lança-t-il, sa voix rauque et menaçante. Elle se figea, son souffle coupé. La capuche tomba, révélant un visage dur et un tatouage sinueux sur son cou. Claire se plaça instinctivement devant Amélie, et l'un des agents de sécurité s'avança, saisissant le bras de l'homme avant qu'il ne puisse l'atteindre. « Restez où vous êtes », ordonna l'agent. L'homme cracha un juron, son regard brûlant de colère. « Tu penses pouvoir fuir Claude éternellement ?» lança-t-il à Amélie, qui tremblait contre le mur froid de la passerelle. Les agents maîtrisèrent l'homme, le menottant et l'éloignant rapidement. Amélie, les larmes aux yeux, murmura un « merci » à Claire, sa voix brisée par l'émotion. Claire posa une main réconfortante sur son épaule, la guidant vers la sécurité. L'homme en civil se présenta comme l'inspecteur Julien Lambert. « Vous êtes Amélie Dubois ?» demanda-t-il calmement. Elle hocha la tête, encore secouée. « Vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons interroger cet homme. S'il travaille pour votre beau-père, nous le garderons en détention. » Amélie acquiesça, ses larmes coulant librement. Claire resta à ses côtés, son cœur lourd mais rempli d'espoir. Elle avait reconnu le signe, et ce simple geste avait changé le cours de la vie d'Amélie. Alors qu'elles avançaient dans la passerelle, Amélie serra son sac contre elle, le papier avec l'adresse du centre d'aide froissé dans sa poche. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle n'était plus seule. L'avion venait d'atterrir à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, et Amélie Dubois, encore tremblante, franchit la passerelle reliant l'appareil au terminal, escortée par Claire Lefebvre, l'hôtesse de l'air, qui avait reconnu son appel à l'aide. Les néons blafards de la passerelle projetaient des ombres mouvantes sur les murs, accentuant l'angoisse d'Amélie. Chaque pas semblait l'éloigner d'un danger immédiat,
mais le poids de la menace de son beau-père, Claude, pesait toujours sur ses frêles épaules. L'homme au sweat à capuche, celui qui l'avait interpellé avec une voix pleine de menaces, avait été maîtrisé par la sécurité, mais ses paroles résonnaient encore dans son esprit. « Tu penses pouvoir fuir Claude éternellement ?» Amélie serrait son petit sac contre elle, comme si ce simple objet pouvait la protéger du chaos qu'elle laissait derrière. Claire, avec son calme professionnel, marchait à ses côtés, ses yeux scrutant les alentours pour s'assurer qu'aucune autre menace ne surgissait. « Vous êtes en sécurité maintenant » murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme. Amélie hocha la tête, mais son cœur battait à tout rompre. Elle n'osait pas encore croire que cet instant marquait un véritable tournant. À l'entrée du terminal, l'inspecteur Julien Lambert les attendait, accompagné d'un officier de la police de l'air et des frontières. Julien, un homme d'une trentaine d'années au regard sérieux mais empreint de compassion, s'adressa directement à Amélie. « Nous allons vous conduire dans un endroit sûr. Une association vous attend, n'est-ce pas ?» Amélie acquiesça, ses doigts triturant nerveusement le bout de papier où était inscrite l'adresse du centre d'aide pour femmes, situé dans le 19 arrondissement de Paris. « Oui, ils m'ont dit qu'ils pourraient m'aider. Un refuge peut être, » répondit-elle, sa voix tremblante. Julien hocha la tête. « Nous allons les contacter pour confirmer. En attendant, nous devons interroger l'homme qui vous a menacé. Savez-vous s'il travaille directement pour votre beau-père ?» Amélie déglutit, son regard fuyant. « Je ne suis pas sûre. Mais Claude a des gens partout. Il a toujours trouvé un moyen de me surveiller. » Claire, qui écoutait en silence, sentit une bouffée de colère monter en elle. Cette adolescente, à peine sortie de l'enfance, portait une peur si lourde qu'elle semblait prête à s'effondrer. « Je vais rester avec elle jusqu'à ce qu'elle soit prise en charge », déclara Claire à Julien, son ton ne laissant place à aucune discussion. Ils traversèrent le terminal, passant devant des boutiques duty-free et des voyageurs pressés, jusqu'à une salle d'attente privée réservée aux situations sensibles. Là, une femme d'une quarantaine d'années, Juliette Moreau, les attendait. Juliette, travailleuse sociale pour une association d'aide aux femmes victimes de violences, avait une présence apaisante, avec des cheveux châtains relevés en un chignon soigné et un sourire qui semblait dire « Vous n'êtes pas seule. » « Amélie ? Je suis Juliette, du Centre Solidarité Femmes. Nous allons vous emmener dans un lieu sûr. » Amélie, encore méfiante, hocha la tête, ses yeux scrutant Juliette comme pour jauger sa sincérité. Claire posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous pouvez lui faire confiance. Ils vont prendre soin de vous. » Amélie murmura un « merci », à peine audible, ses yeux brillants de larmes contenues. Avant de partir, elle se tourna vers Claire. « Vous m'avez sauvée. Je ne sais pas comment vous remercier. » Claire secoua la tête, émue. « Vous l'avez déjà fait en me faisant confiance. Restez forte, Amélie. » Elles échangèrent un regard, un lien silencieux forgé dans l'urgence de l'instant. Puis Amélie suivit Juliette et Julien vers une voiture banalisée qui les attendait à l'extérieur. Le trajet jusqu'au centre, niché dans une rue discrète du 19 arrondissement, fut silencieux. Amélie regardait par la fenêtre les lumières de Paris scintiller dans la nuit, un contraste saisissant avec la peur qui l'habitait. Les immeubles haussmanniens, les néons des brasseries, les passants pressés, tout semblait appartenir à un monde dont elle se sentait exclue. Juliette, assise à l'avant, brisa le silence. « Vous êtes courageuse, Amélie. Ce que vous avez fait, partir seule, ça demande une force immense. » Amélie esquissa un sourire timide, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à sa mère, Madame Dubois, restée à Bordeaux sous l'emprise de Claude. Elle sortit son téléphone, hésitant à l'allumer. Et si un autre message menaçant apparaissait? Elle le ralluma finalement, et un nouveau texto s'afficha, d'un numéro inconnu. « Tu crois que Paris va te cacher? On te retrouvera. » Son souffle se coupa. Elle montra l'écran à Juliette, qui fronça les sourcils. « Nous allons transmettre ceci à la police. Ils peuvent tracer ces messages. Vous n'êtes pas seule. Amélie. » Mais les mots, bien que réconfortants, ne dissipaient pas la terreur qui nouait son estomac. Le Centre Solidarité Femmes était un bâtiment modeste, avec une façade en briques rouges et des fenêtres protégées par des stores. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse, presque familiale, malgré la gravité des histoires qui s'y croisaient. Juliette présenta Amélie à Élodie, une jeune femme de 20 ans aux cheveux bouclés et au regard vif, qui avait elle-même fui une relation violente un an plus tôt. « Bienvenue, dit Élodie avec un sourire encourageant. Ici, on veille les unes sur les autres. » Amélie, encore intimidée, hocha la tête. Un autre volontaire, Antoine, un étudiant en psychologie d'une vingtaine d'années, s'approcha avec un plateau de thé et de biscuits.
Quelque chose de chaud? Ça aide toujours, proposa-t-il, sa voix légère mais empreinte de bienveillance. Amélie accepta une tasse, ses mains tremblantes enveloppant la chaleur du mug. Pour la première fois depuis des heures, elle sentit une petite lueur de réconfort. Ces inconnus, avec leurs gestes simples, lui offraient une sécurité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Juliette guida Amélie vers une petite chambre au premier étage, meublée simplement. Un lit étroit, une table de chevet, une lampe diffusant une lumière douce. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire », expliqua Juliette. « Demain, nous parlerons de vos options. » Un avocat, des démarches administratives, peut être une protection renforcée. Amélie acquiesça, mais son esprit était ailleurs. Elle sortit le bout de papier froissé de sa poche, celui avec l'adresse du centre, et le posa sur la table comme un talisman. Elle repensa au geste qu'elle avait fait dans l'avion, ce signe universel qu'elle avait trouvé sur Internet, après des nuits d'angoisse à Bordeaux. Paume ouverte, pouce replié, doigts refermés. Elle n'avait jamais cru que quelqu'un le reconnaîtrait, encore moins qu'une hôtesse de l'air comme Claire agirait avec autant de détermination. Pourtant, ce simple geste l'avait conduite ici, dans ce refuge, loin de Claude. Mais la peur ne l'avait pas quittée. Elle s'assit sur le lit, ses mains serrant le bord du matelas, et murmura pour elle-même « Maman, il faut que tu partes aussi. » Le lendemain matin, Amélie se réveilla avec une boule au ventre. La lumière du jour filtrait à travers les stores, et les bruits du centre, des voix étouffées, le cliquetis de tasses dans la cuisine commune, lui rappelèrent qu'elle n'était plus seule. Juliette l'invita à prendre un petit déjeuner dans la salle commune, où Élodie et Antoine discutaient autour d'une cafetière fumante. Élodie, avec son énergie communicative, raconta à Amélie comment elle avait appris à peindre pour exprimer ce qu'elle ne pouvait pas dire avec des mots. « Tu devrais essayer », suggéra-t-elle. « Ça aide à faire sortir tout ce qui bouillonne là, dedans. » Elle tapota sa poitrine avec un sourire. Amélie, hésitante, haussa les épaules. « Je dessine un peu. Mais c'est juste des gribouillages. » Antoine, qui rangeait des dossiers à côté, intervint. « Les gribouillages, c'est un début. Montre-nous un jour. » Leur gentillesse désarmait Amélie, mais elle restait sur ses gardes. Après tout, elle avait appris à ne faire confiance à personne dans l'ombre de Claude. Juliette emmena Amélie dans un petit bureau pour discuter de son avenir. Elle lui expliqua qu'elle pouvait demander une ordonnance de protection, contacter un avocat, et même envisager de reprendre ses études. « Tu as 10 à 7 ans, Amélie. Tu as toute la vie devant toi, » dit Juliette avec conviction. Amélie baissa les yeux, triturant une mèche de ses tresses. « Et ma mère? Elle est encore là, bas, avec lui. » Juliette hocha la tête, comprenant la profondeur de son inquiétude. « Nous pouvons alerter les autorités à Bordeaux. Si ta mère est prête à partir, nous pouvons l'aider, comme nous t'aidons. » Amélie sentit une lueur d'espoir, mais aussi une frustration. Sa mère, Madame Dubois, était terrifiée par Claude. Elle l'avait vu encaisser les insultes, les coups, toujours en silence, pour protéger Amélie. Elle sortit son téléphone et envoya un message à une amie d'enfance, Camille, qui vivait encore à Bordeaux. « Peux-tu vérifier si maman va bien? Dis-lui que je suis en sécurité, mais qu'elle doit partir. » Camille répondit rapidement. « Je vais essayer. » Elle a peur, Amélie. Claude est furieux depuis que tu es partie. Ce soir-là, Amélie s'installa dans la salle commune avec un carnet qu'Antoine lui avait prêté. Elle commença à dessiner, presque machinalement, le visage de Claire, ses yeux pleins de compassion dans l'avion. Chaque trait de crayon semblait apaiser un peu sa nervosité. Élodie, qui passait par là, s'arrêta pour regarder. « Waouh! Tu as du talent. » « C'est qui? » Amélie rougit. « L'hôtesse de l'air, celle qui m'a aidée. » Élodie hocha la tête, impressionnée. « Tu devrais lui envoyer. Ça lui ferait plaisir. » Amélie hésita, puis nota le numéro de Claire qu'elle avait obtenu avant de quitter l'aéroport. Elle envoya un texto timide. « Merci encore pour tout. Je suis dans un centre à Paris. Je vais bien, je crois. » Quelques minutes plus tard, Claire répondit « Je suis tellement soulagée de te savoir en sécurité. Si tu as besoin de parler, je suis là. » Ce message, simple mais sincère, fit monter des larmes aux yeux d'Amélie. Elle n'était pas habituée à tant de bienveillance, mais la sécurité qu'elle commençait à ressentir fut ébranlée quelques jours plus tard. En rentrant au centre après une promenade dans le quartier, Amélie remarqua un homme qui semblait la suivre. Il portait un blouson sombre, le visage à moitié caché par une écharpe. Son cœur s'emballa. Était-ce encore un des hommes de Claude? Elle accéléra le pas, ses baskets claquant sur le trottoir pavé. Les rues du 19 arrondissement, avec leurs immeubles gris et leurs cafés animés, semblaient soudain hostiles. Elle tourna dans une ruelle, espérant le semer,
mais l'homme la suivit. Paniquée, elle sortit son téléphone pour appeler Juliette. Mais avant qu'elle ne puisse composer le numéro, Antoine apparut au coin de la rue, revenant d'une course pour le centre. « Amélie, tout va bien ?» demanda-t-il, remarquant son visage blême. Elle secoua la tête, pointant l'homme qui s'approchait. Antoine, sans hésiter, se plaça devant elle, haussant la voix. Et, laissez-la tranquille. L'homme s'arrêta, lança un regard noir, puis tourna les talons et disparut dans la foule. Amélie, tremblante, s'appuya contre un mur. « Merci, murmura-t-elle, ses yeux remplis de larmes. Antoine posa une main rassurante sur son épaule. « Viens, on rentre. On va prévenir Juliette et la police. » De retour au centre, Juliette alerta immédiatement l'inspecteur Lambert. Amélie décrivit l'homme du mieux qu'elle put, mentionnant son écharpe et sa démarche menaçante. Julien nota tout, promettant de renforcer la surveillance autour du centre. « Nous pensons que Claude a peut être engagé des hommes pour vous intimider, » expliqua-t-il. « Mais nous avons des preuves contre lui, grâce au message que vous nous avez montré. Nous construisons un dossier. » Amélie hocha la tête. Mais l'idée que Claude puisse encore l'atteindre la terrifiait. Elle passa la soirée dans sa chambre, le carnet de dessin ouvert sur ses genoux. Elle traça les contours d'un autre visage, celui de sa mère, ses yeux pleins de tristesse, mais aussi d'une lueur d'espoir. Elle murmura pour elle-même. « Maman, tiens bon, je vais t'aider. » Dehors, les lumières de Paris brillaient, mais pour Amélie, l'ombre de Claude semblait s'étendre jusqu'aux rues de la capitale, menaçant de l'engloutir à nouveau. Pourtant, entourée par Juliette, Élodie et Antoine, elle commençait à croire qu'elle pourrait affronter cette ombre, pas à pas, avec ceux qui avaient répondu à son signe silencieux. Dans la petite chambre du Centre Solidarité Femmes, Amélie Dubois s'assit sur le bord de son lit, un carnet de dessin ouvert sur ses genoux. Sous la lumière douce de la lampe de chevet, elle traçait les contours du visage de Claire Lefebvre, l'hôtesse de l'air qui avait reconnu son signe de détresse à bord du vol Bordeaux-Paris. Chaque coup de crayon semblait apaiser un peu la tempête intérieure qui l'agitait encore. Les yeux de Claire, empreints de compassion et de détermination, prenaient vie sur le papier. Comme un rappel que quelqu'un avait vu sa peur et avait agi. Amélie ferma son carnet, le serrant contre sa poitrine. Les murs sobres du centre, les bruits étouffés des conversations dans le couloir, tout lui rappelait qu'elle était en sécurité, du moins pour l'instant. Mais l'ombre de son beau-père, Claude, planait toujours, et la rencontre terrifiante avec l'homme à l'écharpe quelques jours plus tôt avait ravivé ses craintes. Pourtant, entourée par Juliette, Élodie et Antoine, elle sentait une lueur d'espoir grandir en elle, fragile mais tenace, comme les premières fleurs du printemps après un hiver rigoureux. Le lendemain matin, Amélie rejoignit la salle commune pour le petit déjeuner. Élodie, toujours pleine d'énergie, l'accueillit avec un sourire éclatant. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle, versant du café dans une tasse. Amélie haussa les épaules, un sourire timide aux lèvres. « Pas trop mal, j'ai encore rêvé de... lui. » Élodie hocha la tête, comprenant sans avoir besoin d'explication. « Ça s'estompe avec le temps, tu verras. Viens. On va manger. » Elles s'assirent autour d'une table en bois, partageant des croissants et du jus d'orange. Antoine, qui triait des dons dans un coin, se joignit à elle, racontant une anecdote amusante sur un chat errant qu'il avait vu dans le quartier. Leur camaraderie, simple et sincère, enveloppait Amélie d'une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle pensa à sa mère, Madame Dubois, restée à Bordeaux sous l'emprise de Claude. Elle avait reçu un message de son amie Camille la veille. « Ta mère veut partir, mais elle a peur. Claude est de plus en plus instable. » Amélie sentit son cœur se serrer, mais elle se promit de trouver un moyen d'aider sa mère à s'échapper. Juliette, la travailleuse sociale, invita Amélie à une réunion avec une avocate bénévole, Madame Clairette. Une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant et à la voix assurée. Dans un petit bureau du centre, Madame Clairette expliqua à Amélie les démarches possibles. Une ordonnance de protection contre Claude, un signalement aux autorités de Bordeaux, et des options pour reprendre ses études. « Vous êtes jeune, Amélie, » dit-elle, ajustant ses lunettes. « Vous avez fui une situation terrible. Mais vous avez aussi l'opportunité de construire une nouvelle vie. » Amélie écoutait, absorbant chaque mot, bien que l'anxiété lui nouât l'estomac. « Et ma mère ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Peut-on l'aider à partir ?» Madame Clairette hocha la tête. « Nous pouvons coordonner avec la police et des associations à Bordeaux. Si elle est prête, nous l'accueillerons ici. » Amélie sentit une vague de soulagement, mêlée d'incertitude.
Elle savait que convaincre sa mère de quitter Claude serait difficile, mais elle s'accrochait à cet espoir. Pour se changer les idées, Amélie accepta l'invitation d'Élodie à participer à un atelier de dessin organisé par le centre. Dans une salle lumineuse, entourée de chevalets et de tubes de peinture, elle retrouva un peu de sa passion d'enfance. Élodie, qui peignait une toile abstraite aux couleurs vives, l'encouragea. Laisse parler tes émotions. Ça fait du bien. Amélie prit un crayon et commença à esquisser le visage de sa mère, capturant la douceur de ses traits et la tristesse dans ses yeux. Chaque trait était un mélange de douleur et d'espoir, un moyen de donner forme à ses souvenirs. Antoine, qui aidait à organiser l'atelier, s'arrêta pour regarder. C'est magnifique, murmura-t-il. Tu as un vrai talent. Amélie rougit, peu habituée aux compliments. Merci. C'est juste pour moi, pour me souvenir. Mais l'idée de partager ses dessins avec d'autres commençait à germer en elle, comme une petite graine plantée dans un sol fertile. Un soir, Juliette emmena Amélie à un souper communautaire organisé par une église locale, Saint-Jean-Baptiste, dans le quartier. L'atmosphère y était chaleureuse, avec de longues tables couvertes de nappes blanches, des plats de soupe fumante et des rires qui emplissaient l'air. Père Martin, un prêtre à la voix douce et aux cheveux grisonnants, accueillit Amélie avec un sourire. « Bienvenue, ma chère. Ici, tout le monde est chez soi. » Amélie, d'abord intimidée, s'assit à côté d'une femme âgée, Madame Lefort, qui lui tendit une corbeille de pain avec un regard bienveillant. « Vous venez d'arriver à Paris ?» demanda-t-elle. Amélie hocha la tête, hésitant à partager son histoire. Mais Madame Lefort, avec une intuition née de l'expérience, raconta brièvement sa propre fuite d'un mariage difficile des années plus tôt. « J'avais peur, comme toi, » dit-elle, posant une main ridée sur celle d'Amélie. « Mais j'ai trouvé des gens pour m'aider. Tu les trouveras aussi. » Ces mots, simples mais profonds, touchèrent Amélie au cœur. Elle sentit une connexion inattendue, un rappel que la solidarité existait. Même dans les moments les plus sombres, alors qu'elle mangeait, Amélie sortit son carnet et montra timidement ses dessins à Madame Lefort. La vieille dame s'émerveilla devant le portrait de Claire. « Cette femme a l'air d'un ange gardien, » dit-elle. Amélie sourit, pensant à l'hôtesse de l'air qui avait changé sa vie. Encouragée par cette soirée, elle envoya un nouveau message à Claire. « Je vais mieux. J'ai dessiné votre visage. Merci d'avoir été là. » Quelques heures plus tard, Claire répondit. « Je suis touchée. Amélie, continue de dessiner et reste forte. Si je passe par Paris, je viendrai te voir. » Ce message fit naître un sourire sur les lèvres d'Amélie. Elle se sentait moins seule, comme si un fil invisible la reliait à ceux qui croyaient en elle. Mais l'espoir d'Amélie fut mis à l'épreuve quelques jours plus tard. Un appel de Camille bouleversa tout. « Amélie, ta mère a essayé de partir hier soir, » expliqua son amie, la voix tremblante. Claude l'a surprise. Il l'a frappée. Les voisins ont appelé la police et il a fui, mais ta mère est terrifiée. Elle est chez moi maintenant. Amélie sentit son monde s'écrouler. Elle raccrocha, les larmes coulant sur ses joues, et courut trouver Juliette. « Il faut l'aider » cria-t-elle, sa voix brisée. Juliette, calme mais déterminée, contacta immédiatement l'inspecteur Lambert. « Nous allons coordonner avec la police de Bordeaux » assura-t-elle. « Ta mère est en sécurité pour l'instant. Nous allons organiser son transfert à Paris si elle est prête. » Amélie hocha la tête, mais la peur et la culpabilité l'envahissaient. Si elle n'était pas partie, être sa mère n'aurait-elle pas souffert? Mais Juliette, devinant ses pensées, posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas responsable des actes de Claude. Tu as fait ce qu'il fallait pour te protéger. Maintenant, nous allons aider ta mère. » Quelques jours plus tard, un miracle se produisit. Madame Dubois, poussée par la peur et le courage, prit un train pour Paris. Amélie, prévenue par Juliette, l'attendait à la gare de Lyon, le cœur battant. Lorsque sa mère apparut, un sac à dos sur l'épaule et le visage marqué par la fatigue, Amélie courut vers elle, l'enlaçant avec force. « Maman !» murmura-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Madame Dubois, les yeux brillants, serra sa fille contre elle. « Je suis désolée, Amélie. J'aurais dû partir plus tôt. » Elles pleurèrent ensemble, un mélange de soulagement et de douleur. Juliette, qui les accompagnait, les guida jusqu'au centre, où Madame Dubois fut accueillie avec la même chaleur qu'Amélie. Pour la première fois depuis des années, mère et fille se sentaient en sécurité, même si l'ombre de Claude persistait. Amélie s'inscrivit à un programme pour obtenir l'équivalent du baccalauréat, déterminée à reprendre ses études. Elle passait ses journées entre les cours, les séances de thérapie et ses dessins, qui devenaient un refuge. Un jour, Élodie lui proposa de participer à une petite exposition artistique organisée par le centre. « Tes dessins racontent une histoire, » dit-elle.
Il pourrait toucher d'autres personnes. Amélie hésita, mais accepta, encouragée par Antoine et Madame Lefort. Lors de l'exposition, dans une salle communautaire décorée de guirlandes lumineuses, Amélie présenta ses portraits, celui de Claire, de sa mère, et un autoportrait, où ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Les visiteurs, des bénévoles, des résidents du centre et même quelques habitants du quartier s'arrêtèrent devant ses œuvres, émus. Père Martin, présent à l'événement, s'approcha d'Amélie. « Ton talent est un don, ma chère. » Il parle de résilience. Amélie, rougissante, murmura un merci, sentant une fierté qu'elle n'avait jamais connue. Un matin, alors qu'elle prenait un café dans un bistrot près du centre, Amélie reçut un appel de l'inspecteur Lambert. « Bonne nouvelle, Amélie. Claude a été arrêté hier soir. Il a tenté de s'introduire chez l'ami de ta mère à Bordeaux. Nous avons assez de preuves pour le garder en détention. » Amélie sentit son cœur s'alléger, bien que la peur ne disparût pas entièrement. « Et ses complices ?» demanda-t-elle, pensant à l'homme au sweat à capuche et à celui à l'écharpe. « Nous les surveillons. Vous et votre mère êtes sous protection. » Amélie raccrocha, un sourire tremblant aux lèvres. Elle envoya un message à Claire. « Claude est en prison. Merci pour tout. » Claire répondit presque immédiatement. « Je suis si heureuse pour toi, Amélie. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Quelques semaines plus tard, Amélie et sa mère s'installèrent dans un petit appartement fourni par une association partenaire. Les murs étaient nus, le mobilier spartiate, mais pour Amélie, c'était un foyer, un vrai. Elle accrocha ses dessins au mur, dont celui de Claire, comme un rappel de ce jour où un geste silencieux avait changé sa vie. Madame Dubois, encore fragile, commença à suivre une thérapie et à envisager un nouveau départ. Mère et fille, assises autour d'une table en bois, partagèrent un dîner simple, une baguette, du fromage, une salade, et parlèrent de l'avenir. « Je veux étudier la psychologie », confia Amélie, « pour aider des gens comme nous. » Sa mère sourit, les larmes aux yeux. « Tu es ma lumière. » Amélie. Alors que Paris s'éveillait sous un ciel gris, Amélie marcha jusqu'à un parc voisin, son carnet sous le bras. Elle s'assit sur un banc, observant les passants, des enfants jouant, des couples discutant, des pigeons picorant les miettes. Elle ouvrit son carnet et commença à dessiner, capturant l'instant. Chaque trait était une promesse, un pas de plus vers une vie où la peur ne dominerait plus. Elle pensa à Claire, à Juliette, à Élodie, à Antoine, à Madame Lefort, à Père Martin, tous ces inconnus devenus des piliers. Elle pensa aux signes qu'elle avait faits dans l'avion, paume ouverte, pouce replié, doigts refermés. Ce geste, si petit, avait été entendu, et il l'avait menée ici, à la lumière après la tempête. L'histoire d'Amélie Dubois, une adolescente de 10 à 7 ans, fuyant un foyer marqué par la violence et la peur, est bien plus qu'un simple récit de survie. C'est une ode à la résilience, à la solidarité et à la puissance des petits gestes qui peuvent changer une vie. À travers son parcours, depuis le signal discret sur un vol Air France jusqu'à son nouveau départ à Paris, Amélie incarne une vérité universelle. Même dans les moments les plus sombres, l'espoir et le courage peuvent ouvrir la voie vers la lumière. En tant que Français, où les valeurs de liberté, égalité et fraternité résonnent profondément dans notre culture, cette histoire touche une corde sensible. Elle nous rappelle l'importance de la compassion, de l'écoute et de l'action face à la détresse d'autrui, tout en offrant des leçons précieuses que nous pouvons appliquer dans notre quotidien. D'abord, l'histoire d'Amélie met en lumière le pouvoir de l'observation et de l'empathie. Claire Lefèvre, l'hôtesse de l'air, aurait pu ignorer le geste étrange d'Amélie, le mettant sur le compte de la nervosité banale d'une passagère. Mais elle a choisi de prêter attention, de faire confiance à son instinct, et cette décision a sauvé une vie. Dans la culture française, où l'on valorise la politesse et la discrétion, il est parfois facile de détourner le regard face aux signaux subtils de détresse. Pourtant, l'exemple de Claire nous enseigne que l'empathie active, celle qui pousse à poser une question, à tendre la main, est essentielle. Dans nos vies, cela signifie être attentif aux autres, que ce soit un collègue qui semble abattu, un voisin qui s'isole, ou même un inconnu dans le métro dont le regard trahit une souffrance. Un simple « ça va ?» peut être le premier pas vers un changement profond. Cette leçon s'ancre dans l'idée de solidarité, un pilier de notre société française, où l'entraide communautaire, comme celle vue dans les soupers de l'église Saint-Jean-Baptiste, crée des liens qui guérissent. Ensuite, l'histoire d'Amélie nous apprend la force du courage face à l'adversité. Quitter un environnement toxique, comme elle l'a fait en fuyant Claude, demandait une bravoure immense, surtout pour une jeune fille seule. Ce courage n'est pas celui des héros de cinéma, mais un courage discret, ancré dans la peur et l'incertitude, qui pousse à agir, malgré tout.
En France, où l'histoire est marquée par des figures comme Jeanne d'Arc ou les résistants de la Seconde Guerre mondiale, nous comprenons que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Appliqué à nos vies, cela nous encourage à affronter nos propres défis, qu'il s'agisse de sortir d'une relation toxique, de changer de carrière ou de défendre nos convictions. Amélie nous montre que même un pas tremblant vers la liberté est un acte de puissance. Elle nous inspire à ne pas laisser la peur nous paralyser, mais à chercher des solutions, comme elle l'a fait en trouvant le centre d'aide à Paris. Un autre enseignement majeur est l'importance de la communauté. À Paris, Amélie a trouvé refuge auprès de Juliette, Élodie, Antoine, Madame Lefort et Père Martin. Chacun, à sa manière, a contribué à sa reconstruction, que ce soit par un sourire, une tasse de thé ou une écoute attentive. Cette solidarité reflète l'esprit français des associations et des initiatives communautaires, comme les Restos du Cœur ou les centres d'accueil pour les femmes en détresse. Dans notre quotidien, cela nous rappelle qu'aucun combat ne se gagne seul. Nous pouvons tous être un maillon de cette chaîne d'entraide, que ce soit en offrant du temps comme bénévole, en écoutant un ami en difficulté ou en soutenant une cause locale. La présence de ces anges gardiens, comme Claire ou Juliette, montre que la société française, malgré ses défis, reste un lieu où la fraternité peut triompher. Enfin, l'histoire d'Amélie met en avant le pouvoir de l'expression personnelle, notamment à travers son amour pour le dessin. Ses portraits, qu'il s'agisse de Claire, de sa mère ou d'elle-même, sont devenus un moyen de guérir, de donner du sens à sa douleur et de célébrer sa résilience. Dans la culture française, où l'art occupe une place centrale, des musées du Louvre aux ateliers de Montmartre, cette facette de l'histoire résonne particulièrement. Le dessin d'Amélie lui a permis de transformer sa souffrance en quelque chose de beau, un acte de création qui reflète l'idée que l'art peut être une forme de résistance. Pour nous, cela suggère que trouver une passion, qu'il s'agisse d'écrire, de peindre ou de chanter, peut être une bouée de sauvetage dans les moments difficiles. Cela nous pousse à explorer nos propres talents, à les partager avec les autres, comme Amélie l'a fait lors de l'exposition, pour inspirer et connecter. En réfléchissant à cette histoire, je ressens une profonde admiration pour Amélie et pour ceux qui l'ont soutenue. Elle nous rappelle que la vie, même dans ses moments les plus sombres, est pleine de possibilités. Elle nous enseigne que la vigilance, le courage, la solidarité et l'expression de soi sont des outils puissants pour surmonter les épreuves. En France, où nous chérissons l'idée d'une société unie, cette histoire est un appel à agir, à ouvrir les yeux, à tendre la main, à ne jamais ignorer les signaux de détresse, qu'ils soient aussi clairs qu'un geste universel ou aussi subtils qu'un regard perdu. Amélie nous montre que même une adolescente, seule dans un avion, peut changer son destin avec un simple signe, à condition que quelqu'un soit là pour l'entendre. Si cette histoire d'Amélie vous a touché, si elle vous a inspiré à être plus attentif, plus courageux ou plus solidaire, alors montrez votre soutien. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour partager cette émotion, partagez la vidéo avec vos amis pour diffuser ce message d'espoir, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits qui célèbrent la résilience et la fraternité. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que cette histoire vous a appris, ou partagez votre propre expérience de courage ou de solidarité. Ensemble, faisons entendre les voix de ceux qui, comme Amélie, cherchent la lumière après la tempête. Merci de votre soutien, et à bientôt pour d'autres histoires qui changent des vies.